Imaginez un peu, on est en 1686, et la science est, disons, une activité à haut risque. Vraiment. Contester la vision du monde établie, ça pouvait coûter très très cher. Et c'est justement dans ce climat super tendu qu'un livre va être publié. Un livre qui va absolument tout changer. Pas par la force, non, mais par le charme d'une simple conversation. Alors cette question, elle peut paraître un peu extrême aujourd'hui, n'est-ce pas? Et pourtant, il faut bien comprendre qu'au XVIIe siècle, la réponse était oui. L'astronomie, c'était devenu un vrai champ de bataille intellectuel. Et les enjeux étaient énormes. Parfois, c'était carrément une question de vie ou de mort. Regardons un peu la chronologie, ça aide à comprendre le contexte. Tout commence, si on peut dire, en 1543. Copernic lâche une bombe en proposant que le Soleil est au centre de tout. Pendant un temps, ça va. Mais en 1600, là, la menace devient terriblement concrète. Le philosophe Giordano Bruno est brûlé sur le bûcher, pour hérésie. L'Église ensuite durcit le ton en 1616 en condamnant officiellement ce modèle. Et bien sûr, le point culminant, c'est le fameux procès de Galilée en 1633. Le message ne pouvait pas être plus clair, il y a des idées qui sont tout simplement trop dangereuses. Alors, c'était quoi exactement ce conflit? Au fond, c'était bien plus qu'un débat d'astronomes. C'était le choc de deux visions du monde, deux visions radicalement opposées de l'univers et de notre place à l'intérieur. D'un côté, on a l'univers tel que l'Église le conçoit. C'est simple, la Terre est au centre de tout, elle ne bouge pas, c'est un cosmos qui est bien ordonné, parfait, immuable. Tout ça, c'est basé sur le dogme et des siècles de tradition. Et de l'autre côté, eh bien, il y a ce nouvel univers scientifique qui est en train de naître. Là, c'est le Soleil qui est au centre, tout est basé sur l'observation, et la Terre, c'est juste une planète parmi d'autres. Et le ciel, il n'est plus parfait du tout, il est dynamique, il change, c'est ce que les nouvelles lunettes astronomiques commencent à révéler. Et pour vraiment saisir la violence de ce clash, il suffit de lire les notes de l'Inquisition elle-même. La théorie de Galilée est jugée, je cite, stupide et absurde en matière de philosophie et formellement hérétique. Stupide, absurde, hérétique. On voit bien que ce n'est pas juste un petit débat entre savants. C'est vu comme une attaque directe contre l'autorité de l'Église et contre la réalité telle qu'on la comprenait à l'époque. La question est donc comment on fait pour parler de ces idées-là, des idées aussi explosives, sans risquer sa peau. C'est là qu'un personnage incroyable entre en scène, Bernard Le Bovier de Fontenelle. Et son approche, elle est d'une intelligence et d'une élégance redoutables. L'idée est juste géniale de simplicité. Au lieu de pondre un gros traité scientifique super sérieux qui aurait été vu comme une provocation, Fontenelle, lui, il a imaginé une simple conversation. En 1686, il publie donc ses Entretiens sur la pluralité des mondes. Et ce livre, il se lit presque comme un roman d'amour. Et regardez la mise en scène, c'est ça qui est brillant. Le cadre, un parc, la nuit, dans un château. Les personnages, un philosophe plein d'esprit et une marquise qui est à la fois curieuse et super intelligente. Le principe, 6 soirées de conversation sur l'univers. Et le but, il est clairement affiché. Plaire et instruire. Tout est fait pour que la science devienne non seulement facile à comprendre, mais carrément désirable. C'est lui-même qui le dit le mieux dans sa préface. « J'ai voulu traiter la philosophie d'une manière qui ne fut point philosophique. » Tout est dit. Son projet, c'est de débarrasser la science de son côté rébarbatif, de son jargon, pour la rendre aussi passionnante qu'un roman. L'idée, c'est de séduire l'esprit, notamment celui des femmes, qui à l'époque étaient complètement exclues du savoir scientifique. Bon, alors concrètement, comment ça marche? Comment est-ce qu'une simple discussion peut réussir à expliquer des concepts aussi révolutionnaires que l'héliocentrisme et surtout à les rendre fascinants? Déjà, il y a la posture du philosophe. Il n'arrive pas en disant « voilà la vérité ». Pas du tout. Il part d'un constat très humble, il dit « toute la philosophie n'est fondée que sur 2 choses. Sur ce qu'on a l'esprit curieux et les yeux mauvais. Autrement dit, on est curieux, mais nos sens nous trompent. » C'est une invitation géniale à se méfier des apparences, à toujours questionner ce qui nous paraît évident. Et la marquise, elle n'est pas là juste pour écouter passivement. Ah non, elle réagit, elle s'étonne, elle a des doutes. Quand elle dit « vous m'offrez une espèce de perspective si longue que la vue n'en peut attraper le bout », on ressent son vertige face à l'infini. En fait, elle devient notre porte-parole, notre avatar dans la conversation. Et ça rend tout le processus d'apprentissage beaucoup plus humain. Et regardez ce coup de génie pédagogique. Le philosophe utilise une analogie. Étape 1. Il décrit une société un peu bizarre. Étape 2. Cette société a une seule reine qui donne naissance à des milliers d'enfants. Étape 3. Les mâles, eux, sont tués juste après avoir rempli leur seule et unique fonction. Étape 4. C'est une société très intelligente, travailleuse. La marquise est un peu choquée, on imagine. Et là, étape 5, la révélation. Il parlait d'une ruche d'abeilles. La leçon est magnifique. Ce qui nous semble complètement étrange, voire impossible, c'est souvent juste une réalité qu'on n'a pas encore comprise. Parce qu'il faut bien comprendre que le but de Fontenelle, ce n'est pas juste d'expliquer l'astronomie. Non, son projet est beaucoup plus profond. Ce qu'il veut enseigner, c'est une toute nouvelle façon de penser, une méthode pour regarder le monde.
C'est vraiment un basculement. On passe de l'ancienne vision du monde, qui reposait sur l'autorité, la croyance, la tradition, les apparences, à une toute nouvelle vision du monde basée sur le doute, la raison, l'observation et l'esprit critique. En fait, c'est l'héritage direct de Descartes, mais que Fontenelle rend accessible à tout le monde. Et cette phrase, c'est vraiment le cœur de sa méthode. Il faut ne donner que la moitié de son esprit aux choses que l'on croit, et en réserver une autre moitié libre, où le contraire puisse être admis s'il en est besoin. C'est un appel incroyable à la prudence intellectuelle. Ne jamais croire à 100%, toujours garder une place dans sa tête pour l'idée contraire, au cas où. C'est ni plus ni moins que l'acte de naissance de l'esprit critique moderne. Et au fond, toute la conversation, tout le livre, est animé par une question récurrente, toute simple, mais tellement puissante. Pourquoi non? La Lune pourrait être habitée? Pourquoi non? Les étoiles pourraient être d'autres soleils avec leurs propres planètes? Pourquoi non? C'est une invitation permanente à pousser les murs de l'imagination, mais toujours en étant guidé par la raison. 5e et dernière partie. Alors, au final, quel a été l'impact de cette conversation si audacieuse qui a eu lieu il y a plus de 300 ans? Un chiffre suffit à comprendre, 33. C'est le nombre de fois que le livre a été réédité du vivant même de Fontenelle. C'était un best-seller absolu dans toute l'Europe. La preuve qu'il y avait une soif incroyable de connaissances, à condition qu'on la présente de façon engageante. Son héritage est donc révolutionnaire à plusieurs niveaux. D'abord, il a tout simplement été le pionnier de la communication scientifique pour le grand public. Ensuite, en défendant la raison et l'esprit critique, il a préparé le terrain pour le siècle des Lumières. Très important aussi, en positionnant une femme comme une interlocutrice intelligente et légitime, il a ouvert une porte immense. Et enfin, il a prouvé que des idées complexes pouvaient être rendues désirables, que la connaissance n'a pas à être ennuyeuse. Et tout ça, ça nous amène à une dernière réflexion. À notre époque, une époque où l'information est si complexe, qui sont les grands conteurs de la science? La mission de Fontenelle, c'est-à-dire rendre le complexe accessible, combattre les idées reçues, elle est peut-être plus actuelle que jamais, non? Alors, qui a repris le flambeau? Qui nous aide aujourd'hui à naviguer dans la complexité du monde? Voilà une question qui, je crois, mérite qu'on s'y attarde.